siècle. 18e? Ouais, 19e. Ah non, 20e. J'ai 1918, 1800, les années 1800. Ouais, peut-être c'est 19e, 20e. En tout cas, en gros, ils ont des fusils, ils ont des chemins de fer, mais ils n'ont pas de technologie plus que ça. Et en fait, dans ce monde-là, si vous voulez, la figure du scientifique est remplacée par la figure de l'alchimiste. Donc c'est un monde dans lequel les alchimistes, c'est des gens, en fait, il leur faut, et c'est intéressant parce qu'il y a un principe qui est cher à Jean Covici, le principe d'équivalent qui est vraiment mis en valeur dans ce manga. En fait, ces alchimistes, ils ont un pouvoir, c'est que s'ils ont les bonnes quantités de matière, ils peuvent, si vous voulez, utiliser leur pouvoir et transformer ça en objet. Ce qui est assez pratique. Et du coup, ces alchimistes, voilà, ils sont dans... Ça leur permet de faire ce genre de choses-là. Et souvent, ils sont employés par l'État. Donc, c'est des alchimistes d'État. Donc, ils vont avoir comme le public, ils vont avoir l'argent par l'État. Et ils vont pour ça, notamment, aider l'armée dans les recherches, etc. Et ils découvrent assez rapidement dans le manga qu'il y a quelque chose qui permet aux alchimistes, si vous voulez, de s'absoudre de ce principe d'équivalence, c'est la pierre philosophale. Et grâce à la pierre philosophale que vous connaissez, bon, c'est historiquement, c'est dans plein de Harry Potter, tout ça. Grâce à la pierre philosophale, ils peuvent, si vous voulez, transmuter, donc transformer sans avoir la matière en face. Donc, ce qui paraît plutôt cool au départ, sauf que très rapidement, ils vont se rendre compte que pour créer une pierre philosophale, il faut tuer des humains. Donc le fait de tuer des humains, c'est ça qui permet de générer de la pierre philosophale. Et donc très rapidement, dans Fullmetal, vous allez avoir, comme souvent, un pouvoir autoritaire qui va prendre un tournant assez énervé. Donc vous avez le gouvernement qui va commencer à utiliser les prisonniers au départ pour créer des pierres philosophales en les exécutant sommairement. Et puis au bout d'un moment, ils vont commencer même à organiser et à orchestrer des génocides, notamment un génocide qui a lieu dans un pays voilà, dont, si vous voulez, ça ressemble un peu à l'Orient, si vous voulez, la façon dont c'est décrit ce pays, surtout que c'est décrit à l'Est, qui s'appelle le pays d'Ishval, où il y a un génocide qui va être perpétré justement pour alimenter cette quête de pierre philosophale. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, dans ce manga, vous suivez deux frères, les frères Elric, qui sont des alchimistes, donc il y en a un en tout cas qui est payé par l'État. Et du coup, en fait, ces alchimistes qui très tôt ont appris l'importance de ne pas dépasser les tabous de la nature, parce qu'au début, ils avaient voulu transgresser une autre règle de l'alchimie qui était de faire revivre les morts. Donc ils ont essayé de faire revivre leur mère défunte. Ça n'a pas fonctionné, ils ont perdu des membres, etc. à cause de ça. Et très rapidement, quand ils vont... souvent c'est un peu... Et très rapidement, quand ils vont se rendre compte que la pierre philosophale, en fait, il faut des humains pour la créer, ils vont se dire, bah, nous, éthiquement, on refuse de la rechercher. Et donc ils vont s'opposer à ce gouvernement qui, lui, va faire tout ce qu'il peut pour pousser, pour avoir plus de pierres philosophales, qui va aussi avoir plein de réflexions intéressantes sur la recherche. Pour bien une scène dont ceux qui l'ont vu se souviennent, qui est... Juste... Ah oui, là, voilà, mais qui est vraiment terrible, où justement il rencontre un alchimiste, du coup, qui est mis sous pression, parce que c'est un alchimiste, un chercheur, et si vous voulez, l'État lui demande chaque année de trouver des nouvelles innovations. Voilà. Et ça fait penser un peu à ce qu'on voit un peu parfois dans la privatisation un peu des méthodes de recherche, et on lui demande chaque année de trouver une nouvelle innovation, sinon il perd son titre d'alchimiste, son statut. Et du coup, finalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer une chimère entre sa fille et son chien, donc mettant fin à... Enfin, à la fin, il y a un petit espoir qu'elle revive, mais voilà. Et donc, si vous voulez, il y a plein de réflexions sur la recherche, etc. Et à la fin, il y a une morale qui est, je trouve... c'est du spoil ou pas? Ouais, c'est du spoil. Je pense que c'est du spoil. C'est du spoil. Bon. En tout cas, tout ce qu'on va dire, c'est qu'il y a une mise en avant, en tout cas, du lien social comme étant beaucoup plus important que la quête de pouvoir. Et c'est quelque chose qui revient dans quasiment tous les mangas. Ce qu'il y a aussi avec Fullmetal Alchemist, qui est intéressant, c'est que... dans les mangas, en général, on suit souvent le côté des minorités, des minorités, etc. Sauf que là, on va suivre le côté du gouvernement. Là, les deux héros, ils sont du côté du gouvernement et bah, ils ont un peu aussi les mains sales avec, de par les actions que le gouvernement il a fait. Il y a le colonel Roy Mustang, qui est quelqu'un qui a participé au génocide qui a été perpétré, qui lui a pour objectif de changer complètement le système en étant dans le système. Et tout au long du manga, on voit les remords qu'ils ont par rapport à ça. Il y a aussi un méchant qui s'appelle Scar, qui lui est quelqu'un qui fait partie du peuple Ishval, qui a été génocidé. Je ne sais pas si c'est un verbe qui existe. Mais lui, son but, ça va être la vengeance. Il va vouloir se venger. On le voit comme un monstre, mais on se rend compte que qui a vraiment créé le monstre, eh ben, c'est les gens qui ont commis ce génocide. Du coup, le pouvoir. L'autre méchant, c'est un être humain qui a fait en sorte que tous ses défauts ils sortent de son corps. Les 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux. Ça veut dire qu'il n'a aucun des 7 péchés capitaux en lui. Du coup, on pourrait se dire que c'est
un peu l'être humain suprême. Sauf que non, pas du tout. On se rend compte aussi c'est surtout sur les questions sociales, un être humain qui n'a pas de défaut, qui est tout blanc, et ben, au final c'est contraire, il est tout noir. Le méchant, lui, son but c'est vraiment de pouvoir transmuter tout le monde. Mais lui, il est un peu, en fait, il veut avoir tellement de pierres philosophales et de pouvoir qu'il puisse avaler Dieu. Donc il y a vraiment, et c'est un truc qu'on trouve très souvent dans les mangas, le mythe prométhéen, un peu de... voilà. Donc lui, en fait, son but, c'est d'avaler Dieu, d'avaler toute la connaissance. Donc il a une démesure, en fait. Comme on voit dans le capitalisme, d'ailleurs. Ouais. Et c'est ça. Et à la fin, c'est un peu nos petits héros qui font partie du système, qui se battent contre le système. Si j'avais une seule chose à vous conseiller sur tous les mangas qu'on va vous présenter, c'est vraiment Fullmetal Alchemist. Brotherhood, qu'il faut regarder. Vraiment, vraiment Fullmetal Alchemist, Brotherhood. Ouais, ça vous le lisez, mais il y a 2 adaptations, et une qui avait été faite, comme c'est souvent le cas dans les mangas, avant la fin du manga, ce qui fait que ça part très très vite en cacahuète. Mais donc il faut regarder en effet celle qui s'appelle Brotherhood et qui est top. C'est-à-dire un film? C'est un animé, donc c'est des épisodes qui vont se suivre. 70 épisodes de 20 minutes. 78 épisodes de 20 minutes. Ce qui n'est pas si long. Ça va. Ce qui n'est pas si long. C'est pas One Piece. C'est pas loin. En tout cas, on se prend vite au jeu et c'est un manga en effet qui, je pense, touche beaucoup de thèmes de la décroissance et parle justement du concept de si vous dépassez les limites, si vous essayez d'aller plus loin que les limites naturelles, forcément ça demande quelque chose qui va être sale. Par exemple, vous pensez à l'extractivisme dans les pays un peu pays du sud global où pour nous avoir ce qu'on a, on est obligé d'aller pratiquer quasiment de l'esclavage et une violence sociale extrême. Et donc, bon, je ne sais pas si c'est l'auteur ce qu'il a voulu dire, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Bon, aussi, il y a toujours dans les mangas la figure du maître. Du coup, la figure du maître des 2 frères, elle, ce qu'elle a voulu faire, c'est un peu comme les frères. Elle a voulu avoir un enfant. Du coup, elle a utilisé l'alchimie pour se créer un enfant. Mais du coup, ça n'a pas marché. Et elle a perdu son utérus. Du coup, elle a voulu avoir un enfant contre les lois. Elle a perdu son utérus. Et tout au long du manga, elle va essayer d'inculquer aux 2 frères pourquoi faut rester éthique, même avec le grand pouvoir qu'ils ont. Le pouvoir qui est l'alchimie, du coup. Voilà, en tout cas, manga topissime. Et là, vous avez à droite le méchant dont il parlait, qui est en fait, parce qu'en fait, ces péchés capitaux qu'il va extraire de son corps vont physiquement, matériellement vont se matérialiser en fait. Et du coup, bref, on va pas tout. Mais voilà, voilà pour Fullmetal. Tout à l'heure, on était sur Fullmetal Alchemist, qui est un manga de 78 épisodes de 20 minutes. Là, on est sur One Piece, qui est un manga de 1100 épisodes de 20 minutes. Du coup, si vous avez une décennie à consacrer à quelque chose, je vous conseille de la consacrer à One Piece. One Piece, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'un jeune garçon, Monkey D. Luffy, qui a un objectif, c'est de devenir le roi des pirates. Du coup, trouver un trésor qu'on appelle le One Piece et devenir le roi des pirates. L'histoire, elle a commencé il y a 20 ans et elle continue encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont grandi avec One Piece, qui ont grandi avec Luffy. On a aussi vu comment l'auteur il prenait de la maturité dans son dessin, comment il prenait de la maturité dans les sujets qu'il aborde. Et en 1000 épisodes, il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés. Et du coup, on va s'attarder sur un peu sur ça. Tout d'abord, il y a tout ce qui est classe sociale. Dans le monde de One Piece, il y a une élite on dit que c'est eux qui ont fondé le monde. On les appelle les dragons célestes. Si quelqu'un touche, un humain lambda touche un dragon céleste, il y a des amiraux qui arrivent. Ça veut dire c'est comme si demain je touche un être humain et il y a toute la marine nationale qui arrive Ils ont 5 minutes pour arriver sur les lieux. Et du coup, on me tue. Ou on me fait esclave. Il y a aussi, en fait, il y a dragons célestes, les humains normaux et les hommes poissons. Les hommes poissons, eux, c'est un peu la figure de l'éternel persécuté. Quoi qu'il arrive, c'est eux qui sont, les hommes poissons.
Et eux, du coup, les hommes poissons, on se rend compte qu'il y a deux trajectoires pour eux. Soit ils tombent dans la piraterie et ils vont contre les humains, comme ce qu'on a vu depuis le début, ou il y a aussi une autre femme qui a essayé de faire autrement. Elle, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle va aller dans les hauts sommets là où les hommes poissons ils décident les lois, etc. Et ce qu'elle va essayer de faire, c'est de changer les mentalités en montrant que les hommes poissons sont avant tout des hommes, sont avant tout des gens pour faire l'égalité, mais d'une autre manière. Du coup, on a un peu, vous savez, la figure de Martin Luther King et Malcolm X, un qui voulait l'égalité sociale en prenant la paix, un autre qui ne prenait pas la paix, qui disait que si on voulait quelque chose, il fallait le faire de manière forte. Et c'est un peu comme ça. Elle, ce qui est triste, c'est qu'un jour, elle va se sacrifier pour un homme poisson et elle va totalement tomber dans l'oubli. Tout le monde va l'oublier parce que son combat, on va dire qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Et là où on en est dans One Piece, tout ce qui est échelle sociale, ça existe toujours. Luffy, notre héros, lui, ce qu'il fait, c'est que c'est quelqu'un qui vraiment est contre tout ce qui est contre tout ce qui est échelle sociale, tout ça. Ce qu'il va faire un jour, c'est qu'il y a un homme poisson, il y a un dragon céleste qui va faire quelque chose qui va pas lui plaire, et il va le taper. Alors c'est celui-là d'ailleurs. Ouais. Celui-là, juste là. Qui a l'air très sympathique. Et ils ont même des scaphandres pour pas respirer le même air que les autres êtres humains. Du coup, ils ont des gros trucs, des grosses bulles sur la tête pour pas respirer le même air. Et ils peuvent se balader dans la rue, on le regarde dans les yeux, et il peut dire « Toi, je te veux comme esclave », et c'est bon, vous êtes son esclave. Et quand un dragon céleste marche, tout le monde doit se mettre par terre, baisser la tête, on n'a pas le droit de regarder un dragon céleste dans les yeux, on baisse la tête, on met les mains sur le sol, on est totalement... c'est totalement des gens qui sont totalement déconnectés de notre monde. Et c'est un peu un parallèle qu'on peut faire avec les élites du monde, les gens qui vivent totalement dans un monde déconnecté de le nôtre, etc. Ils touchent un impôt spécial notamment qui est prélevé sur l'ensemble des roturiers, et c'est ça qui leur permet ça leur donne une sorte d'argent à vie. Donc en effet, il y a un rapport avec le système capitaliste qui est assez clair. Du fait que leurs ancêtres ont fondé le monde, et aujourd'hui ils n'ont plus rien ils ont plus rien. Ils se soucient de plus rien. Par exemple, il y a un truc qu'ils font, c'est qu'ils mettent des esclaves dans une île, une fois tous les ans. Ils prennent des esclaves d'un peu partout, ils les mettent dans une île et ils font une chasse aux esclaves. C'est-à-dire ils sont là avec leurs pistolets et ils tirent sur les gens et c'est un peu leur jeu. On note le jeu sur 10, c'est franchement pas haut. Il y a aussi quelque chose qui est fait, c'est comment on gère la connaissance dans le monde de One Piece. Dans le monde de One Piece, il y a dans l'histoire, il y a un siècle entier qui a été omis des livres d'histoire. C'est comme si, là on est en classe normale dans le monde de One Piece, on passe du 16e au 18e directement. S'il y a un enfant qui me demande, mais il s'est passé quoi pendant le 17e? On ne sait pas, on a brûlé tout ce qui s'est passé pendant ce siècle-là. Et il y a une île, dans une île, il y a des scientifiques, une île connue pour ses scientifiques, on appelle ça l'île d'Ohara, qui a commencé à faire des recherches sur ce siècle-là. Et au moment où il commençait à avoir la vérité, on a enclenché ce qu'on appelle un Buster Call, qui est le fait que beaucoup de navires encerclent une île, un amiral vient, et on tire sur l'île jusqu'à qu'il n'y ait plus personne de vivant. Et il y a du coup un grand parallèle qui est fait avec la bibliothèque d'Alexandrie, qui a brûlé, et la bibliothèque d'Ohara aussi a brûlé. De tous les scientifiques qui ont vécu là-bas, il y en a une seule qui a réussi à s'en sortir, Nico Robin. Elle, une fois qu'elle est sortie, on l'a appelée la démon, parce que du coup, c'est un parallèle qu'on peut faire aussi avec le côté un peu éco-terrorisme. Avant qu'il les tue, il y a le côté démonisation où on dit c'est les démons d'Ohara. Donc il y a un peu, donc c'est la démon, on l'appelle. Je me souviens plus exactement de son nom, mais l'enfant démon, elle avait 9 ans quand ça s'est passé, et tout au long de sa vie, elle a été obligée de devenir pirate parce qu'elle pouvait pas être en accord avec le gouvernement mondial.
Parce que le gouvernement mondial, ils ont qu'un seul objectif depuis sa naissance, depuis qu'elle est sortie, c'est de la tuer. Ils ont mis une prime sur sa tête qui est dans le flashback, c'est horrible, c'est parce qu'elle va chez des habitants et les gens, quand ils découvrent la prime sur sa tête, bah, ils appellent les autorités, quoi. À 9 ans, elle avait 500 millions sur sa tête. C'est-à-dire à 9 ans, 500 millions. De Berry. Ah oui, de Berry. C'est un peu comme les yens. Mais il y avait 500 millions. En gros, c'est comme si on offrait 500 millions pour tuer une enfant de 9 ans. Et ça a été toute sa vie. C'est pour ça qu'elle vit beaucoup, beaucoup en marge de la société. Dernièrement, One Piece, c'est aussi des combats écologiques. Dans l'île de Wano, c'est une île des samouraïs, on montre comment, juste avec l'écologie, on peut contrôler une société, aussi à Alabasta. C'est pour ça que j'ai pris ces deux exemples. À Wano, ce qu'on fait, c'est qu'on pollue l'eau. L'eau, elle est extrêmement polluée et on offre, il n'y a pas de nourriture. Le roi, là-bas, le shogun, qui est Kaido, il a dit que comment je vais faire pour que les gens ne se révoltent pas. Je ne vais pas faire en sorte qu'ils soient bien dans leur vie. Je vais faire en sorte que tellement ils sont mal, et ben, ils ne peuvent pas se lever de leur lit pour se révolter. À Alabasta, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a complètement coupé les robinets d'eau, et c'est ce qui a entraîné une grande révolution. Ce qui est aussi bien, c'est que cette révolution, dans One Piece, elle est un peu faite en même temps que la révolution des printemps arabes. Et Alabasta, c'est une île qui fait un peu orientale, etc. Du coup, l'auteur, on voit qu'il s'inspire directement de ce qui se passe dans la vraie vie pour écrire son œuvre. Du coup, moi, quand j'étais petit, j'ai vécu les révolutions d'Alabasta avant de vivre les printemps arabes. Du coup, j'ai connu ce genre de choses de par One Piece. Et ça a fait que je me suis intéressé ensuite au printemps arabe, etc. Il y a beaucoup de gens que je connais qui ont fait ça, qui se sont d'abord intéressés par les mangas à certains combats, et qui après se sont dit mais en vrai, je sais que c'est des choses qui se passent dans la vraie vie, mais ça s'est passé où, ça s'est passé quand, et ça glisse tout seul, comme on dit. Et ça ce que je viens de dire qui est hyper intéressant dans One Piece, c'est que c'est un manga, surtout quand tu le lis petit ou quand tu le vois de l'extérieur, qui paraît très coloré, très marrant, il y a beaucoup d'humour. Il est quand même beaucoup moins dark que certains dont on a parlé avant, comme Berserk, ou même moins dark que Full Metal, etc. Il est très coloré, mais par contre, en effet, il y a des choses quand même très politiques qui sont abordées dedans. Et en effet, on suit le manga du point de vue des pirates, qui sont quand même des gens hors la loi, sauf qu'on voit que donc, ce petit équipage de pirates, à chaque fois qu'ils passent sur une île, il arrive souvent, il y a soit le gouvernement mondial qui est là en place, ou un tyran local. Et d'ailleurs, ce que tu as dit sur Wano, parce que moi je ne suis pas encore arrivé jusque-là, mais dans un des arcs au départ, il y a une île où il y a Wapol, c'est une île plutôt nordique, c'est là polaire, où il y a un tyran local qui lui, il a fait un peu différemment, il a décidé de enlever tous les médecins de l'île et de faire venir les 20 meilleurs médecins dans ce château, et donc c'est lui qui contrôle toute la santé. Et grâce à ça, il peut tenir en fait sa population. Et ce qui est intéressant dans One Piece, c'est qu'on voit vraiment cette violence du pouvoir, et notamment c'est dans le bouquin, je cite une grille que cite souvent Olivier Besancenot, d'un évêque sur la violence, et qui fonctionne extrêmement bien dans One Piece, et qui marche très bien avec l'exemple dont tu parlais tout à l'heure, avec l'amiral et Luffy, etc. C'est l'idée qu'il y a 3 violences dans la société. Il y a la violence institutionnelle, donc là c'est la violence du pouvoir, c'est le fait d'être très mal payé pour un job très dur, etc. Donc c'est la violence, si vous voulez, sociale, notamment de l'inégalité de la répartition des richesses que vous avez au jour le jour, et qu'on a d'autant plus sur nos épaules qu'on est en bas de l'échelle sociale. Voilà. Ensuite il y a la violence révolutionnaire qui vient pour essayer d'abolir celle-là. Donc là, dans One Piece, c'est celle des pirates, parce qu'en effet, les pirates, dès qu'ils passent quelque part, ils essaient de se mettre du côté des opprimés, à Alabasta, etc., ou à Wapol, ils se mettent du côté des opprimés pour essayer de casser cette violence institutionnelle. Et puis vous avez la troisième violence, et dans nos sociétés, ce serait par exemple les manifestants contre la réforme des retraites. Et puis vous avez les dernières violences, qui est la violence répressive, qui est en fait envoyée pour détruire la violence révolutionnaire, quelle est la violence institutionnelle. Et donc, dans son analyse, il parle par exemple, je crois, des CRS qui sont la violence répressive sur les manifestants. Et dans One Piece, c'est un peu ça. Ça veut dire que l'amiral, c'est un peu la force répressive. C'est-à-dire quand le dragon céleste se comporte super mal, etc. Et quasiment tous les pirates qui sont dans la pièce ont envie de le... Voilà. Mais tout le monde se retient, sauf que One Piece, Luffy, il supporte vraiment pas l'inégalité. En plus, il tape un homme poisson devant lui qui est son ami en la traitant de manière raciste, etc.
Donc il va briser ce tabou en donnant un coup de poing au dragon céleste et les autres pirates sont en mode putain. Et juste derrière, en effet, il y a l'amiral qui rapplique. Et à un moment, l'amiral, Kizaru, dans sa tirade, il va expliquer que lui, il n'a pas forcément de gaieté de cœur à le faire, mais il doit le faire parce que c'est le principe du gouvernement qui a engagé, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, que cette grille de violence marche bien dans One Piece, quoi. Et aussi, One Piece, c'est une œuvre qui n'est pas du tout manichéenne, dans le sens où il y a 3 ordres, un peu. Il y a la résistance, enfin les révolutionnaires, les pirates et la marine. Mais dans chacun des 3 ordres, tout le monde a un peu un combat à mener. Luffy, lui, sa famille, il y en a un qui est dans chaque branche. Son grand-père, c'est un grand officier de la marine, de l'histoire de la marine. Et son père, c'est le chef de l'armée révolutionnaire. Et au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte qu'il y a des pirates qui sont méchants, qui font vraiment, vraiment n'importe quoi. Il y a des gens de la marine qui pensent être du bon côté. Parce qu'en vérité, si en tant que jeune de l'univers de One Piece, si on lit que les journaux, on se rend compte que, en vérité, c'est la marine qui a raison, que le héros qu'on suit, c'est quelqu'un de méchant. Parce qu'à chaque fois qu'on nous... Il y a un truc bien avec One Piece, c'est qu'on lit les journaux dans One Piece et on lit comment les événements qu'on a vécus, ils sont racontés par la presse. Et à chaque fois, c'est Luffy, la terreur a encore frappé, il a renversé un gouvernement. Maintenant, et vu que nous, on a vécu les événements, on peut savoir que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi, pour reprendre mon histoire, l'hypocrisie des médias, je l'ai vécu en premier dans One Piece, et ensuite je l'ai vécu dans la vraie vie. J'ai d'abord vu que dans One Piece, c'était injuste, qu'on mettait toujours les méchants, toujours les mêmes c'était les méchants, toujours les mêmes c'était les gentils, et on nous pose la question, est-ce que c'est vraiment juste? Et un jour, je regarde la télé, et je me dis, mais est-ce que ce qu'on montre à la télé, c'est vraiment juste? Est-ce que c'est pas comme dans One Piece? Et c'est beaucoup de parallèles comme ça. Voilà, donc des œuvres qui, derrière pas mal de divertissement, cachent quand même pas mal de sujets politiques. Alors, rapidement, est-ce qu'il y a des questions sur cette seconde partie avant qu'on passe à la troisième, parce que je vois que l'heure tourne rapidement. Dans Mon voisin Totoro, Ouais. il y a une scène où on voit la transformation d'êtres humains en cochons. Au tout début, Shiro, ouais. À cause, voyage de Shiro, à cause de l'excès d'alimentation, se transforme en monstre. Ouais, c'est à cause de l'excès et aussi du côté un peu... L'excès de nourriture. Ouais, malpolitesse, ça veut dire qu'en fait, c'est au tout début de Shiro, en effet, du coup, les parents et la petite y arrivent dans une sorte de... les festivals, comme il y en a souvent au Japon, etc. Et du coup, ils arrivent, il y a la nourriture qui est mise en place. Et donc, le père et la mère commencent à manger. Et Shiro dit, mais on vous a pas redonné la permission de le faire, quoi. Et le père, il sort sa carte de crédit, il fait, mais c'est pas grave, j'ai ma carte de crédit, je vais payer. Donc, il y a vraiment ce côté-là de je peux manquer à toutes les règles de bienséance. Et c'est un truc qui revient très souvent dans les Miyazaki, où il y a ce côté-là, sur le côté, il y a un côté un peu nostalgique aussi parfois, où il y a un côté, on respecte pas les anciennes traditions japonaises, et maintenant l'argent a corrompu tout le lien social. Et c'est une critique qu'on a fortement dans la décroissance aussi. Et c'est une scène qui a marqué beaucoup de gens qui l'ont vu, je pense. Pour reprendre un peu ce que vous venez de dire, il y a un autre exemple qu'on aime bien donner, nous, en formation, mais qui s'éloigne un peu de l'animation japonaise et qui va dans l'animation tout court. Le film Wall-E, vous connaissez Wall-E un peu? Wall-E, ce qui nous explique, c'est... Enfin, je vais aller directement vers la fin de Wall-E. On se rend compte que tous les êtres humains, maintenant, il y a toute la technologie qui est à leur service, et ils peuvent... maintenant, on voit les êtres humains, ils marchent même plus, ils roulent... ouais, voilà, ils bougent même plus, ils sont tous obèses, etc. Et on pose la question en formation, est-ce que c'est vraiment ça, l'évolution? Est-ce que c'est vraiment ça, ce qu'on nous dit, qu'on est vraiment les pays les plus... qu'on a évolué, que l'humain il tend toujours vers l'évolution? On se dit, mais si on continue comme ça, c'est vers cette évolution qu'on va. Est-ce que vous voulez vraiment finir dans cette évolution? Il y a aussi un manga qui pose cette question, c'est Dr. Stone. Dr. Stone, l'histoire c'est, un jour, tous les humains, ils voient un rayon vert dans le ciel, et ils sont tous transformés en pierre. Et combien? 3000? 30 000? Je sais plus. Je crois 3000 ans plus tard,
il y a quelques humains qui arrivent à se réveiller. Du coup, ils sont restés en pierre pendant 3000 ans et ils arrivent à revenir. La question qu'on pose, c'est le combat entre le héros et l'antagoniste. Ce qu'il pose, c'est l'antagoniste, lui, ce qu'il dit, c'est on a déjà fait l'erreur une fois, l'évolution, ça y est. Maintenant, on reste tous à l'âge de pierre, c'est la loi du plus fort, et c'est tout. Le héros, ce qu'il dit, c'est non, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va reprendre l'évolution où on l'avait laissé. C'est un grand scientifique, le héros, Senku. Du coup, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on va reprendre l'évolution là où on l'avait arrêté. Du coup, maintenant, on se pose la question, c'est qui a vraiment raison? C'est celui qui veut rester à l'âge de pierre, c'est la loi du plus fort, on revit comme des animaux, point. Ou celui qui nous a dit, on veut reprendre l'évolution là où on l'avait arrêté. Juste la salle, à main levée, qui pourrait être plus d'accord avec l'un ou l'autre? Qui serait pour rester à l'âge de pierre? Et je vous laisse un peu de temps pour réfléchir si vous voulez avant de poser la question. Qui serait pour on reste à l'âge de pierre, c'est la loi du plus fort, et c'est tout. Du coup, on est tous pour on reprend l'évolution là où on l'avait arrêté. C'est toujours un entre-deux. Toujours un entre-deux. Et vous voyez comment dans les mangas, ils prennent deux opposés pour nous poser des questions. Et c'est ça que c'est intéressant. On aime beaucoup poser cette question en formation, et les réponses, elles sont un peu comme les vôtres. Personne ne lève la main. Un peu comme les amis. Ouais, c'est ça, exactement. Je me demandais, du coup, qu'est-ce qui, dans la culture japonaise, a été un peu le berceau de ces valeurs, justement, pourquoi c'est arrivé, tout ça, tous ces récits-là au Japon? Est-ce que c'est parce que c'était une île et que ça a été un peu protégé de l'influence du capitalisme et de l'Occident? Est-ce que c'est le shintoïsme, la proximité à la nature? C'est compliqué, il y a plusieurs explications. Il y a en effet un événement que je relate dans le bouquin et qui est assez connu sur l'histoire japonaise, où en effet il y a la période du Edo, qui est une période où le Japon était quand même beaucoup en autarcie, il vivait beaucoup frappé sur lui-même, etc., avec une volonté justement de ne pas commercer avec l'extérieur. C'est une volonté de la part des... Ils avaient complètement les moyens techniques de le faire, mais il y avait cette volonté de ne pas le faire. Et il y a une expédition assez connue qu'on appelle l'expédition du Commodore Perry, en 1853, où les Américains, dans leur subtilité habituelle, sont arrivés avec des canonnières près de la côte japonaise et ils ont forcé militairement à s'ouvrir au commerce. Et à partir de là, le Japon a voulu et subi de cette manière une très très rapide modernisation, d'abord du droit japonais qui s'est tout ou moins calqué sur le droit occidental, et ensuite une ouverture au commerce, et c'est le début de ce qu'on appelle l'ère Meiji. Donc c'est un pays qui s'est très très vite modernisé, qui a vécu, tu le disais tout à l'heure, aussi des sévices de notre système, notamment les deux bombes, les bombardements sur Tokyo, qui ont marqué profondément beaucoup de gens, notamment Miyazaki, je crois, qui était petit à l'époque du bombardement de Tokyo. Donc ils ont subi ça. Et en effet, il y a aussi la religion shintoïste qui explique beaucoup, notamment le rapport à la nature. Ça veut dire que dans la religion, on va dire la culture chrétienne européenne, il y a cette idée quand même qu'il y a une séparation claire entre les humains et le reste de la création, donc les animaux, etc. Donc cette séparation, d'une certaine manière, ça peut être une justification pour l'exploiter sans vergogne. Là où dans le shintoïsme, qui est encore pratiqué par une bonne majorité de la population japonaise, il y a cette idée que finalement, on est tous part d'un tout. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup dans les mangas, aussi dans la culture japonaise, les kami, etc., donc les petits dieux, etc., que la colline elle peut être vivante, etc. Donc en effet, il y a ça, et comme dernière explication, je la donnerai, mais celle-là, j'ai rien de scientifique pour l'avancer. Mais c'est l'idée qu'il y a une sorte de crise peut-être de la modernité au Japon, où il y a quand même des paradoxes qu'on retrouve pas dans les mangas, avec un pays qui est, de sa manière, pas mal attaché aux traditions, etc. Et puis en même temps, une passion énorme pour la technologie, pour les robots qu'on trouve dans les mangas, une passion aussi pour une aliénation très forte au travail. Il y a quand même des phénomènes au Japon assez incroyables où il y a des gens qui se laissent mourir chez eux une fois qu'ils sont à la retraite parce qu'ils n'ont plus l'impression d'être utiles au corps social. Donc des collectivistes en même temps très capitalistes. Et donc c'est beaucoup, je pense, de choses comme ça qui font qu'il y a une sorte peut-être de crise. Et les mangas, enfin pour finir là-dessus, il y a un mode de fabrication des mangas qui est très particulier. Il y a longtemps, il y a une étude qui a été montrée que les mangaka mouraient, alors c'était en 10 et 15 ans, je ne sais plus, mais plutôt que la moyenne d'âge des Japonais. Parce qu'ils sont soumis en fait à des rythmes de production, mais hardcore. Ils doivent écrire, par la personne qui a écrit Berserk, il est mort. Il n'y a pas longtemps. Il est mort. Un de mon mangas préférés, moi c'est Hunter x Hunter, je l'aime beaucoup.
et la personne qui l'écrit, il est malin en permanence, et le mec, il pense qu'il va mourir en l'écrivant, mais donc il a écrit une fin déjà pour ses fans en disant si je meurs avant, bah, vous aurez bon. Mais du coup, c'est paradoxal, quoi. Et donc voilà, tu te dis, est-ce qu'il pousse ses concepts